Hello, on reprend la plénière avec, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, l'académie Facebook. Voilà, j'ai mis la chemise bleue, j'ai mis la veste bleue, les chaussures bleues. On va avoir une discussion très intéressante et des keynotes très intéressantes que vont nous présenter Mona, que je vais demander de me rejoindre sur scène. Voilà, j'ai un retour, je sais pas, un retour son sur scène. Merci. Mona, bonjour. Bonjour. Voilà, Mona qui va nous parler de l'humain, l'évolution de la plateforme en rapport avec l'humain. Et nous enchaînerons, enfin tu vas inviter sur scène à te rejoindre Pierre qui lui nous parlera spécifiquement du retail. La thématique, je le rappelle, le live retail est la thématique centrale du Paris Retail Week cette année. Et nous enchaînerons avec Clémentine qui viendra vous rejoindre pour une discussion. Exactement. Voilà, vous avez plus d'une heure, donc à toi de jouer. Merci. Merci. Imaginez que vous êtes au concert d'un artiste que vous adorez. Et à cet instant précis, votre chanson préférée est en train de passer. Qu'est-ce que vous faites? Tel un réflexe, vous sortez votre téléphone portable et vous commencez à enregistrer ce moment afin de pouvoir le partager avec vos amis et vos proches. Imaginez maintenant cette même scène il y a 10 ans de ça. Le seul objet que vous auriez alors eu à la main aurait été un briquet, et non pas un téléphone portable. Chaque jour, sur notre plateforme, des millions de personnes se connectent afin d'échanger, de partager et de se renseigner. Et parmi ces personnes-là se cachent des entreprises comme la vôtre, sûrement, qui ont des objectifs business bien précis à atteindre. Mon rôle est de m'assurer que vous tous, chefs d'entreprise, à la tête de départements, potentiellement de départements digitaux, avez aujourd'hui à votre disposition tous les outils pour maximiser votre probabilité de succès. Je m'appelle Mona et je suis une partner manager chez Facebook en charge de l'accompagnement des TPE et des PME en France. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous en dire un peu plus sur ces nouvelles tendances qui façonnent le comportement des consommateurs. Aujourd'hui, 70% des Français achètent en ligne, alors que seulement 13% des entreprises vendent en ligne. L'opportunité de capter cette audience et d'en faire vos consommateurs de demain est donc immense. Mais pour ce faire, il est primordial de comprendre avant tout les attentes que nous avons nous tous aujourd'hui en tant que consommateurs. Parce que nous vivons dans un monde où le modèle économique a été complètement réinventé. Aujourd'hui, le plus grand fournisseur d'hébergement au monde ne possède aucun bien immobilier. Le plus grand détaillant au monde ne possède aucun stock. Et pour ne rien arranger, les mots ne sont plus vraiment des mots. Ils ont été remplacés. Et laissez-moi vous présenter le principal responsable de ce changement. Vous en avez tous un, ou presque tous, sur vous. Certains l'ont dans leur poche, d'autres sont en train de l'utiliser actuellement, comme je peux le voir. Le responsable de ce changement, c'est le mobile. Le mobile qui a complètement bouleversé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui a fait de nous des personnes extrêmement connectées. Aujourd'hui, il y a plus de téléphones sur la planète qu'il n'y a de personnes. Et selon l'Institut d'études e-marketer, 61% des Français se connectent uniquement à partir de ces appareils mobiles. C'est un chiffre extrêmement important. Et ce qui est tout aussi impressionnant, c'est la vitesse à laquelle le mobile s'est emparé de notre monde. Il aura fallu à peu près 60 ans à la télé pour atteindre le milliard d'utilisateurs. Et il n'en aura fallu que 5 au mobile pour atteindre le milliard de personnes l'utilisant. Chiffre extrêmement impressionnant. Et chez Facebook, il est très important de vous admettre qu'on a failli rater ce virage pris de par la vitesse et la rapidité du changement du mobile. Nous avons décidé juste à temps de réorienter toute la stratégie de l'entreprise sur le mobile. Et tous les ingénieurs ont dû se former ou se reformer à coder pour le mobile avant tout. Alors vous allez me dire, Mona, ces chiffres et ces faits sont extrêmement intéressants. Mais quelle est la conséquence de tout cela pour nous, entreprises ?
avant tout, il est important d'admettre que la révolution mobile est une réalité, qu'elle bouleverse énormément de choses. Notre manière de communiquer, notre manière de consommer le média et le challenge que nous avons tous aujourd'hui en tant qu'entreprise que de capter l'attention des utilisateurs pour en faire potentiellement des consommateurs demain. Mais nous pouvons résumer la répercussion et l'impact de cette révolution mobile autour de 3 piliers. Aujourd'hui, nous voulons une communication qui est immédiate, qui est expressive et qui est immersive. Alors, plongeons-nous dans ces 3 tendances, dans ces 3 répercussions, à commencer par la communication immédiate. Nos smartphones, que nous sommes, pour certains d'entre vous, encore une fois en train d'utiliser, nous donnent un accès privilégié à l'instantanéité. Et si on y réfléchit bien, quelle est la première chose que l'on fait le matin quand on se réveille ? On consulte notre smartphone. Quelle est la dernière chose que l'on fait le soir avant de se coucher ? On consulte notre smartphone. En moyenne, on consulte 100 fois par jour notre téléphone portable. Et aujourd'hui, 77% des Français sont connectés à une PME locale ou à une page Facebook touchant une PME locale. Et l'évolution des applications de messagerie sont la parfaite illustration de ce changement. Elles ont été créées pour faciliter à la base les discussions entre vous et vos proches et votre famille. Sauf que nous, tous utilisateurs, s'en sont emparés afin de pouvoir amorcer une discussion avec les entreprises, afin de satisfaire notre curiosité pour les 77% d'entre nous qui sommes connectés à ces PME locales. Aujourd'hui, les opportunités de la messagerie sont extrêmement vastes et nos équipes ingénieurs travaillent chaque jour au déploiement de nouvelles fonctionnalités allant dans ce sens. Et bien qu'il soit encore trop tôt pour savoir quelles sont toutes les implications et ce que cela signifie pour les entreprises, nous pouvons d'ores et déjà apercevoir de très belles opportunités. Prenons l'exemple de Voyage SNCF. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un billet sur leur site internet, vous pouvez décider de le recevoir directement sur Messenger. Vous pouvez donc consulter votre billet. Vous pouvez également poser des questions en plus pour potentiellement réserver un billet de retour ou vous assurer qu'il n'y a pas de retard. Et vous pouvez également consulter votre billet électronique directement de l'interface. 3 actions différentes possibles à partir d'une seule et même interface, celle de Messenger. Mais ce n'est pas tout. On se pose aussi la question chez Facebook du futur de la messagerie. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Et nous sommes partis de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, pays précurseur de nombreuses tendances digitales aujourd'hui. Sur les 10 applications les plus téléchargées, eh bien, figurez-vous que 6 d'entre elles sont des applications de messagerie. Il est donc évident qu'après la révolution mobile que nous sommes tous en train de vivre, la prochaine révolution sera celle de la messagerie. Vous nous dites aussi, vous tous consommateurs, que vous voulez une communication qui est extrêmement expressive. Alors qu'est-ce que ça veut dire une communication expressive ? Ça veut dire une communication qui est visuelle. Aujourd'hui, nous sommes tous photographes, producteurs de contenu, mais également pour les plus créatifs d'entre nous, les directeurs de films. Et tout ça, encore une fois, grâce au mobile, qui a placé dans nos poches une caméra haute définition. Si on regarde les chiffres, l'année dernière, 3 000 milliards de photos ont été échangées sur Internet. Et ce chiffre est plus important que le nombre d'images qui a été partagé sur les 100 dernières années. Il semblerait donc que l'image plaît, et qu'elle plaît énormément. Et cette évolution de l'image-là est directement corrélée à l'évolution du mobile, à l'évolution de la taille de nos écrans. Les premiers smartphones qui ont été lancés avaient un écran plus petit, laissant la place à une communication qui se faisait essentiellement par le texte. Et au fur et à mesure que la technologie n'a cessé d'évoluer, eh bien, l'image s'est insérée très naturellement dans notre fil d'actualité et dans notre manière de communiquer. Et puis d'ici quelques années, nous pensons que le futur de la communication alliera tous ces éléments-là réunis. L'image, le texte, la vidéo, tout cela de manière animée, nous permettant en tant qu'utilisateurs d'avoir une communication riche de formats. Et cette évolution de la communication vers l'image, vers le visuel, n'est pas qu'une histoire de technologie. C'est aussi une question de science.
Nos études nous ont permis de mettre en avant le fait qu'il suffit de 13 millisecondes, c'est un très petit temps, afin de capter l'essentiel et l'information issue d'une image. Alors faisons un test. Tenez-vous prêts, parce que ça va être très rapide. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vu? Ah, alors je suis sûre que vous vous souvenez d'un camion bleu, potentiellement à toit blanc, et de la marque Volkswagen. Non? Si, quand même. Et maintenant, imaginez que vous auriez eu à décrire cette image-là avec des mots. Tout de suite, c'est un peu moins attirant. Tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que notre cerveau peut traiter les images et les analyser jusque 60 000 fois plus rapidement que les images. Le visuel plaît, non seulement d'un point de vue technologique, mais également d'un point de vue humain. Et la plateforme au cœur de cette évolution est Instagram. Plateforme dédiée au visuel, puisque l'image ou la vidéo prend jusqu'à 80% de votre écran, et plateforme qui est aujourd'hui 100% mobile. Quand je vous disais que nous sommes tous des photographes, aujourd'hui Instagram est notre moyen de partager cela, et en est le reflet direct. Et enfin, nous tous consommateurs souhaitons avoir une communication qui est de plus en plus immersive. Chez Facebook, on est persuadé que le futur de la communication sera dans la vidéo, mais également dans la réalité virtuelle. Et avant que je vous en dise un peu plus sur le futur, faisons un petit retour en arrière. Dans les années 30, où le seul endroit où nous pouvions voir ce type de format-là, extrêmement immersif, était dans les salles de cinéma. Il y avait alors un film à l'affiche, si on avait de la chance, et le format et l'image étaient essentiellement en noir et blanc. Dans les années 50, ensuite, la télé a fait son apparition dans les foyers. Petit écran au début, puis l'évolution technologique a fait que ces écrans-là, tout comme ceux des smartphones, ont évolué. Ensuite, le VHS a été créé, puis le DVD. Et tout cela a permis petit à petit d'enclencher un processus, le processus de la démocratisation de la vidéo, qui était beaucoup plus accessible. Et aujourd'hui, grâce à des acteurs très divers, Amazon, Netflix, en passant par Vimeo, eh bien, la vidéo est accessible directement de nos smartphones. En quelques clics, nous pouvons visualiser ce contenu-là qui, dans les années 30, n'était disponible que dans une salle de cinéma. C'est dingue quand même. Et les chiffres montrent cette évolution extrêmement rapide. En 3 ans seulement, le nombre de vues vidéo a connu une croissance de plus de 616%. Aujourd'hui, 45% des vidéos qui sont visualisées se font sur le mobile. Et ça fait sens. Ça fait sens parce que nos comportements ont changé. Nos envies ont évolué. Les petits écrans de smartphone au début qui laissaient la place qu'au texte se sont diversifiés permettant d'introduire l'image. Aujourd'hui, c'est la vidéo. Et demain, nous parlerons de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, nous permettant en tant qu'utilisateurs de venir nous insérer complètement dans une expérience qui est vécue par un de nos proches. Et puis un autre chiffre important que l'on voulait partager avec vous aujourd'hui concerne le futur de la vidéo. En 2020, on estime que 75% du trafic mobile se fera par un seul format. Vous l'aurez deviné, celui de la vidéo. Donc le virage annoncé par la vidéo est aujourd'hui une réalité et c'est devenu une méthode et un format qui plaît énormément aux utilisateurs. Mais la dernière information, le dernier changement que je voulais partager avec vous aujourd'hui est probablement le plus important. Créer des expériences riches de formats, riches de sens, riches de messages, n'ont aucune valeur si elles ne sont pas vues, si elles ne sont pas partagées avec les utilisateurs. Aujourd'hui, de plus en plus de contenu est créé sur la plateforme, mais une chose ne changera pas, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans la journée. Et notre capacité en tant qu'utilisateur à consommer le contenu n'augmentera pas à la même rapidité et à la même vitesse que celle de la création de contenu. L'écart et la différence entre ces deux facteurs ne va donc cesser d'augmenter. Et il y a là un très beau challenge pour Facebook, celui de continuer à proposer un fil d'actualité pertinent pour vous tous et de laisser la place aux entreprises que de communiquer sur vos valeurs, votre message et également votre offre commerciale.
Alors, j'ai partagé pas mal d'informations avec vous et je voulais résumer ça assez rapidement. Aujourd'hui, première information, c'est que la révolution mobile est une réalité. Le passage au digital était d'actualité les années précédentes, mais aujourd'hui, le mobile a pris le pas. Il y a plus de mobiles sur planète qu'il n'y a de personnes, souvenez-vous-en. Deuxième grande tendance, c'est la communication et nos attentes en tant que consommateurs. On veut quelque chose d'immédiat, on veut quelque chose d'expressif et on veut quelque chose d'immersif. Et enfin, dernière information, c'est que l'on aura toujours 24 heures dans la journée et que notre capacité à consommer le contenu ne va pas augmenter aussi rapidement que la création de contenu. Et quelles sont ces implications pour vous, entreprise? Que pouvez-vous effectuer dès aujourd'hui afin de vous mettre sur la route et de commencer à aborder ces virages qui sont en train de se produire? Eh bien, la première chose, c'est d'avoir une stratégie mobile. Ça peut faire peur si vous n'avez jamais osé faire cela, mais aujourd'hui, les outils que Facebook met à votre disposition sont simples et efficaces. À commencer par les pages Facebook, qui sont 100% optimisées pour le mobile. Vous pouvez choisir le bouton d'action, indiquant à l'utilisateur l'action qu'il peut prendre directement. Vous pouvez également mettre en avant votre offre, votre proposition, et ce directement à partir de la plateforme. Et vous pouvez réorganiser les onglets afin de vous assurer que votre information est visuelle et immédiatement réceptible auprès de nos utilisateurs. Et la deuxième piste de réflexion avec laquelle je voulais vous laisser aujourd'hui, c'est celle de l'histoire. Vos entreprises ont une histoire, vous avez des valeurs, vous avez un message à faire partager. Utilisez aujourd'hui la richesse des formats que vous propose Facebook, mais pas que, parce qu'Instagram aussi aujourd'hui vous offre tout un éventail de solutions afin de mettre en avant votre proposition commerciale et on l'espère pouvoir maximiser votre probabilité de succès. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Pierre Cavillon, expert retail, qui va vous en dire plus sur les stratégies à venir. Merci beaucoup. Merci Mona, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Cavillon, je suis Account Partner Retail chez Facebook. Et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de comment Facebook et Instagram vous accompagnent dans l'atteinte de vos objectifs commerciaux. Il est très important aujourd'hui d'imaginer un monde dans lequel le physique et le digital vont devoir converger. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aborder aujourd'hui deux thématiques principales. La première, c'est quel est le futur du retail? Quelles sont les grandes tendances que l'on voit, à la fois en France, en Europe, mais également aux États-Unis, ce pays si précurseur et qui aujourd'hui nous montre la voie. Et dans un second temps, nous allons aborder la thématique des solutions Facebook que nous mettons à votre disposition, à la fois dans l'écosystème de l'e-commerce, mais également dans l'écosystème du retail. Comment générer du trafic en magasin? Alors commençons tout de suite avec les grandes tendances du retail. Le constat est assez simple. Aujourd'hui, le retail physique est encore dominant. Plus de 90% des ventes se font encore en magasin. Seulement 10% aujourd'hui se font dans l'écosystème du digital. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que la moitié des ventes en magasin est influencée par le digital. Et donc ce tournant aujourd'hui, il est extrêmement important pour vous, car il va falloir concilier vos efforts d'un point de vue marketing digital avec vos efforts que vous avez d'un point de vue retail physique. Et on en parle aujourd'hui chez Facebook, mais c'est également quelque chose que l'on constate dans les journaux. En 2016, par exemple, le Wall Street Journal nous annonçait qu'on avait une grande majorité aujourd'hui d'utilisateurs qui préféraient privilégier le e-commerce pendant le Black Friday au commerce directement physique. C'est également le cas, par exemple, de Fortune, qui nous annonçait également en 2016 que 10 millions d'Américains supplémentaires ont préféré privilégier l'achat en ligne pendant le Black Friday à l'achat en magasin. Et cela a un impact considérable aujourd'hui sur la façon dont le retail va croître. Ce que l'on constate, surtout en regardant les ventes Retail France, c'est que la croissance est extrêmement faible. En 2016, nous sommes sur une croissance en France à hauteur de quasiment 0% et nous estimons que d'ici à 2020, elle sera à hauteur de 0,3%. Cette croissance, elle est principalement liée à une inflation, mais également à une augmentation de la population. Et ce que l'on remarque, à contrario, c'est que du côté du e-commerce, on va avoir une forte croissance.
La part aujourd'hui des ventes e-commerce dans le retail en 2016 est de 6,3%. D'ici à 2020, elle sera de 8,1%. Nous sommes réellement dans un monde cross-canal, omnicanal, et les entreprises, petites, moyennes ou grandes, seront obligées de s'adapter pour pouvoir aujourd'hui mieux vendre et réconcilier le digital et le commerce physique. L'impact est réel. En effet, si on regarde aujourd'hui la variation moyenne après année des visiteurs en magasin entre mars 2016 et août 2016, on voit que les retailers traditionnels sont mis à l'épreuve. Il y a une baisse aujourd'hui du foot traffic. Quelques exemples ici, avec par exemple le UK, moins 2,5% aujourd'hui de trafic en magasin, moins 2,2% en Allemagne, moins 2,7% en Italie. Et en France, même si nous sommes de bons écoliers à échelle européenne, nous constatons tout de même qu'il y a moins 1,4% aujourd'hui des entreprises qui n'arrivent pas encore à générer autant de trafic en magasin par rapport à avant. Et cela va forcément aller au privilège de certaines grandes entreprises. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, d'Alibaba, qui aujourd'hui représente 30% du e-commerce mondial. En 2015, nous n'avons malheureusement pas les chiffres pour 2016, nous attendons qu'ils sortent, mais nous avons vu qu'ils avaient généré 460 milliards en volume de ventes brutes. Si on compare à une grande entreprise aujourd'hui plus traditionnelle dans le domaine du retail, c'est-à-dire Walmart, on constate qu'ils ont généré 480 milliards de dollars. Ils ne sont pas très loin et on estime d'ailleurs que d'ici à 2020, on devra avoir une croissance absolument exponentielle d'Alibaba avec plus d'1 trilliard de GMV. C'est l'équivalent, juste pour vous donner un exemple, du PIB du Mexique. Et donc, même si Alibaba aujourd'hui est un pionnier et même un leader sur le marché mondial, des entreprises comme Amazon sont aujourd'hui des leaders dans le retail en Europe occidentale ou par exemple aux États-Unis. Le digital est important, mais ce qui va permettre aujourd'hui aux entreprises de pouvoir rallier le retail physique avec le e-commerce, c'est le fait d'avoir un commerce qui soit multicanal. Et ce commerce multicanal, on le voit au travers de l'évolution aujourd'hui du retail. L'évolution du retail, c'est le suivant. Dans les années 1970, on avait une domination des grandes surfaces. On se rendait en magasin. Quelques années plus tard, en 1994, arrive la naissance du e-commerce. Aujourd'hui, nous sommes à la frontière entre un monde omnicanal. J'ai dans ma poche un téléphone. Je rentre chez moi, j'ai accès directement à mon, par exemple, ma tablette. Je peux également accéder à mon ordinateur. Et nous avons également ce commerce mobile first. Aujourd'hui, il est extrêmement dominant et nous savons que nous nous retrouvons ici, entre l'omnicanal et le commerce mobile first. Le futur, on peut d'ores et déjà l'envisager, c'est celui d'un commerce virtuel. C'est celui d'un commerce où on aura peut-être des lunettes qui nous permettront de visiter en magasin. On pense que cela est assez lointain, mais au final, c'est quelque chose qui arrivera certainement plus rapidement. Mais penchons-nous maintenant sur les différentes solutions qui sont mises à votre disposition pour réussir en tant que retailer. Nous voyons 3 grosses tendances. La première, et on en discutera dans un peu plus de détails dans quelques secondes, c'est celui du commerce mobile first. Mona le disait tout à l'heure, la première chose que je fais chaque matin, je regarde mon téléphone, le soir, je regarde encore mon téléphone. 67% des personnes, aujourd'hui, avouent être constamment connectées. Nous avons également la performance qui s'allie avec la notoriété. Un grand nombre, aujourd'hui, d'entreprises pensent qu'il faut uniquement aller générer de la performance, que le retour sur investissement est l'unique moyen, aujourd'hui, de pouvoir réussir sur un écosystème comme celui de Facebook. Mais c'est faux. Aujourd'hui, la notoriété est un réel vivier qui vous permettra d'acquérir de nouveaux clients et de pouvoir générer plus de performance. Et la troisième tendance, c'est celle de la convergence du digital avec le physique. Comment je fais aujourd'hui, en tant qu'entreprise, pour générer des visites en magasin? Alors commençons maintenant avec le commerce mobile first. Quasiment la moitié des sessions d'achat aujourd'hui comprennent une phase mobile. On est constamment connecté. Et si on regarde une population qui est extrêmement active sur Facebook et Instagram, ce chiffre monte à 58% chez les millennials. Le mobile aujourd'hui n'est pas juste une technologie. Le mobile, c'est également un nouveau comportement du consommateur. Et ce nouveau comportement du consommateur n'est que le reflet d'habitudes, d'utilisation et de comportement sur la plateforme. Il est donc primordial, en tant qu'entreprise, de pouvoir pivoter.
d'être capable de pouvoir s'adapter aujourd'hui à ce petit support sur lequel la majorité de vos utilisateurs vont pouvoir acheter et suivre votre marque. Et pour vous donner quelques exemples, vous voyez à l'écran l'évolution des actifs par âge aux États-Unis, et on le constate très clairement aujourd'hui, les millennials sont en train de monter en puissance. Ils vont constituer très certainement le futur pouvoir d'achat aujourd'hui de votre business. Il est donc important de pouvoir suivre de très près ce qu'ils font. Ils commencent leur parcours d'achat sur mobile, ils finissent leur parcours d'achat sur mobile. Voici quelques chiffres qui le prouvent. Ils recherchent à hauteur de 83% sur un mobile. À hauteur de 69%, ils vont acheter sur un mobile. Ils vont télécharger des applications de commerce à hauteur de 61%. Et dernièrement, ils vont préférer faire leur shopping sur une application à hauteur de 44%. Adoptez votre commerce aujourd'hui sur de l'application, du digital et notamment du mobile, et ce sera un pari gagnant pour vous, notamment sur cette population extrêmement active sur nos plateformes et dans le digital d'ailleurs au global. J'aimerais maintenant parler de nos solutions Facebook, à la fois d'un point de vue performance et notoriété. La façon dont nous abordons aujourd'hui le funnel marketing chez Facebook se fait en 3 temps. La première de ces parties du funnel, c'est la notoriété et la portée. Cela va vous permettre de pouvoir atteindre vos futurs clients, vos futurs prospects et d'en faire bien évidemment des acheteurs. Vous allez pouvoir maximiser votre visibilité et générer ce que l'on appelle de la mémorisation publicitaire. La deuxième partie de ce funnel, c'est la possibilité de générer de la considération. J'ai fait du branding et je veux permettre à un utilisateur qui n'est pas encore très engagé de pouvoir commencer à imaginer l'achat de l'un des produits de ma marque. Je vais donc promouvoir du contenu engageant, mais également commercial. On est sur un format très hybride. Et dernièrement, pour maximiser votre retour sur investissement, vous allez pouvoir générer de la conversion et des ventes. Alors commençons tout de suite avec la notoriété. La notoriété, c'est tout simplement ce que vous voyez s'afficher à l'écran. C'est une vidéo extrêmement native, une vidéo aujourd'hui qui met en avant de façon extrêmement simple des produits et qui va pouvoir, via de la vidéo, être un format en pleine explosion sur notre plateforme. Mona le disait tout à l'heure, 616% de croissance entre 2012 et 2015. Et vous remarquerez que très volontairement, j'ai décidé de ne pas mettre le nom de cette marque ni dans les commentaires, ni dans le petit bandeau gris qui s'affiche. Normalement, sur le fil d'actualité, c'est ce qu'on voit. Vous voyez Marks & Spencer s'afficher à la fin de la vidéo, et c'est normal. Vous avez tous remarqué de quoi il s'agissait. La raison pour laquelle c'est facilement identifiable, c'est parce qu'aujourd'hui, le storytelling, il est visuel. Le storytelling, il est vidéo. Nous sommes sur une plateforme qui est profondément visuelle. Si vous regardez votre fil d'actualité maintenant, je suis prêt à parier que vous allez beaucoup voir de vidéos. Et c'est la nouvelle façon de communiquer. C'est la nouvelle façon de communiquer parce que le taux de vue, aujourd'hui, est 2,5 à 3,5 fois plus élevé lorsque la vidéo est inférieure à 15 secondes. Nous avons l'habitude aujourd'hui d'utiliser comme standard la vidéo comme étant celle de la télévision, des formats qui sont longs, où on va mettre en avant, par exemple, un élément à la fin de la vidéo. Sur Facebook, c'est l'inverse. Il faut être rapide, il faut être réactif. Mettez en avant qui vous êtes et tout simplement l'image de votre marque. Un autre exemple, c'est celui de Target. Target est une entreprise de prêt-à-porter qui a décidé de prendre le contre-pied de 2 formats qui fonctionnent très bien sur notre plateforme. 1, la vidéo, on en parlait juste avant. Et 2, il s'agit du carrousel. Le carrousel est un format sous forme de vignette sur lequel vous allez pouvoir naviguer d'une vignette à l'autre. Le principe même, au final, d'avoir ce format-là de carrousel, c'est de pouvoir créer une histoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont imaginé un monde dans lequel un mannequin pouvait naviguer d'une vignette à l'autre dans un univers différent. C'est grâce à ce genre de stratégie-là que vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir faire la différence sur Facebook et sur Instagram. Parlons maintenant de la considération, ce format extrêmement hybride qui vous permet de générer de la performance mais également du branding. Et c'est exactement ce qu'a fait Yves Saint Laurent, qui a voulu lancer un nouveau parfum et qui, via le Canvas, c'est-à-dire un format extrêmement immersif, très natif, que vous allez pouvoir personnaliser à votre image, vous pourrez créer un espèce de mini-site internet sur notre plateforme. Vous le voyez ici, vous allez pouvoir faire pivoter par exemple votre écran afin d'utiliser l'image en 360. Vous allez pouvoir mettre du texte, rajouter des mannequins,
Vous allez pouvoir même inciter des personnes à acheter grâce à tout cela. Cette campagne-là, elle a réussi à générer les performances suivantes. 5,7 millions de personnes ont été touchées. Il y a eu également plus de 6 points d'opinion positive par rapport à un format traditionnel grâce au Canvas et plus 8 points de mémorisation publicitaire par rapport à un format classique sur notre plateforme. Aujourd'hui, le Canvas, c'est l'un des formats les plus populaires qui permet d'immerger directement dans une marque. Et pour ceux qui recherchent également à créer du retour sur investissement, nous avons le format commercial, le format de vente. Nous avons un très bon exemple avec Adidas qui a voulu générer des ventes avec ce nouveau format que vous voyez s'afficher à l'écran qui s'appelle le format collection. Collection, c'est la possibilité d'utiliser la vidéo et de taguer des produits d'une collection. C'est exactement ce qui s'est passé pour eux avec ZNE, qui est leur nouvelle collection. Vous allez pouvoir rentrer, après avoir cliqué sur l'une de ces vignettes, sur cette petite plateforme qui met en avant l'intégralité d'un catalogue. Vous allez pouvoir naviguer, vous allez pouvoir découvrir et vous allez derrière pouvoir acheter. Encore une fois, vous le voyez, la vidéo prend énormément de place sur ce type de format, même à la performance. Et d'ailleurs, cela se ressent sur les performances, puisqu'ils ont constaté 43% d'amélioration du CPA, mais également 5,3x de retour sur investissement. Certains d'entre vous auront la nécessité d'être beaucoup plus réactifs, d'avancer très vite, d'avoir un modèle dynamique. C'est ce que nous permettent aujourd'hui nos solutions de retargeting dynamique, qui permettent tout simplement en fait, de pouvoir recibler des personnes en fonction d'actions très spécifiques. J'ai mis par exemple un produit en panier, j'ai consulté un produit et je vais recibler ces personnes-là en fonction d'actions et de points de touche spécifiques sur mon site internet. Et donc Mercado Libre, qui est une entreprise latine, a réussi à générer les performances suivantes. 2,4x de retour sur investissement, 50% de CPC amélioré, 4x de volume de clics supplémentaires, mais également 3x de conversion. Si on veut aller plus loin, on peut également le faire. Peut-être que certains d'entre vous ont la nécessité de créer un modèle dynamique, mais qui va proposer des produits complémentaires. J'achète un pantalon, peut-être que je veux proposer un haut qui va avec, ou j'achète une veste, peut-être que je veux proposer l'écharpe qui va avec. Grâce à nos modèles dynamiques, c'est exactement ce que Skatespad a pu faire sur notre plateforme. Ils ont fait de l'upsell, du cross-sell, et ont proposé, suite à l'achat par exemple d'une certaine catégorie, un produit complémentaire. Et pour montrer à quoi ressemble le tunnel dans son intégralité, Skatespad vous montre exactement ce à quoi ressemble de A à Z. On commence par de la notoriété. Vous l'avez vu s'afficher avec une vidéo. L'avantage de la vidéo sur notre plateforme, c'est qu'elle est réexploitable. Vous pouvez créer des audiences, des personnes qui ont interagi, engagé avec cette vidéo, et faire descendre l'utilisateur dans la considération. Vous le voyez, nous avons un canvas ici. C'est les personnes qui ont engagé avec une vidéo lors de la phase de branding, mais qui n'ont pas converti. Car certains utilisateurs prennent plus de temps que d'autres à convaincre. Et dernièrement, pour ceux qui n'auraient pas transformé via cette phase de considération, il y a le modèle dynamique. C'est ce qu'a utilisé Skatespad également ici pour générer un maximum de retour sur investissement et de conversion. Maintenant, discutons du digital, discutons de la convergence physique. Nous sommes après tout à la Retail Week, ça fait partie des sujets très importants. Et donc, nous allons vous présenter quelles sont nos solutions. Mais avant tout, j'aimerais juste rappeler l'un des chiffres que nous avons abordé en tout début de présentation. C'est la baisse du trafic en magasin. On remarque que sur les tendances hebdomadaires du trafic en magasin année après année, sur des données globales et européennes, il y a en moyenne une baisse de moins 40% sur les 3 dernières années. Ce chiffre, on peut essayer de l'améliorer. Nous avons des solutions retail qui vont vous permettre de pouvoir générer plus de trafic dans votre lieu de commerce. Nous avons 3 solutions. La première, c'est la visite en magasin. Comment générer du foot traffic? La deuxième, c'est utiliser un format qui fonctionne très bien, car tout le monde aime pouvoir bénéficier d'une bonne offre. Et donc nous avons ce format-là, à la fois sur du digital pur, en e-commerce, mais également sur du retail physique. Et dernièrement, c'est très important de pouvoir mesurer la performance, car lorsque je lance une campagne, est-ce que je peux m'assurer qu'une personne est effectivement allée dans le magasin? Commençons avec les visites en magasin. La visite en magasin, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir ajouter un signal local.
Et le signal local, aujourd'hui, il prend plusieurs définitions en fonction de votre business model. Est-ce que j'ai envie, par exemple, de pouvoir toucher des personnes qui habitent à un certain endroit? Mon commerce de proximité se trouve à Paris. Je veux recibler toutes les personnes à Paris. Mais est-ce que j'ai un business model aujourd'hui qui veut juste aller cibler des personnes qui sont en transit à Paris, des voyageurs? Car je suis vraiment dans le domaine aujourd'hui du voyage. C'est ce que vous permettra également notre modèle. Mais en un mot, nos solutions retail, elles vous permettront de diffuser localement un contenu publicitaire à l'ensemble des points de vente. Et cela, elle vous permettra de le faire de façon extrêmement dynamique et personnalisée. On va prendre un exemple. Je suis aujourd'hui une chaîne qui a 200 points de vente et je vais donc pouvoir créer une structure qui va référencer l'intégralité de ces points de vente-là. Et derrière, en fonction de là où se trouvent vos utilisateurs, on va diffuser une publicité là où elle se trouve. J'ai un magasin à Paris. Il s'agit par exemple de la zone de chalandise A. J'ai un magasin à Lille ou un autre, par exemple, à Marseille. Si je me trouve à Marseille, je verrai une publicité personnalisée. Ce qui est encore mieux, c'est que comme nous allons référencer les adresses, les personnes pourront être redirigées dans ce magasin très spécifique. Et donc, chacun d'entre vous va recevoir une publicité différente. Vous allez également pouvoir personnaliser ces publicités-là. En fonction de votre business model, peut-être que vous avez l'utilité d'inciter les personnes à se rendre en point de vente. C'est ce que vous permet le call to action, le CTA direction. D'autres, ça sera d'appeler pour prendre rendez-vous, par exemple. Et d'autres, ça sera d'envoyer un message. Mais surtout, regardons à quoi ça correspond sur notre plateforme. On va prendre l'exemple de Tesco. Tesco a décidé de générer un maximum de trafic dans les différents magasins qu'ils ont. Et donc, vous voyez, sur la première vignette, nous avons une image qu'on va pouvoir personnaliser en fonction d'une offre promotionnelle, par exemple. Derrière, vous allez pouvoir cliquer, par exemple, sur la vignette qui s'affiche après, personnalisée en fonction de ma zone de chalandise. Je clique dessus et je vais être redirigé sur le magasin le plus proche, Farrington Road. Si jamais il s'avère qu'il y a un magasin qui se retrouve à être un petit peu plus près de là où je suis domicilié, parce que j'ai fait un voyage pour aller au travail, je pourrais également le choisir, car vous allez pouvoir référencer l'intégralité de vos points d'intérêt sur notre plateforme. D'un point de vue retailer français, voici quelques exemples, avec notamment Leclerc, qui a voulu générer exactement la même chose qu'avant, et ils ont réussi à obtenir les résultats suivants. 1,5 million de personnes ont été touchées grâce à ces campagnes, et 12% de cliqueurs se sont effectivement rendus en magasin. Une autre entreprise, vous la connaissez, Renault, qui a réussi à toucher 10 000 personnes, qui a réussi, à générer 10 000 visites en 10 semaines dans 100 concessions différentes et améliorer son coût par 2 par rapport à un canal classique. Vous pourrez également générer des offres. Encore une fois, tout le monde aime bénéficier d'une bonne offre et c'est ce que vous permet notre plateforme. Nous avons développé il y a maintenant quelques mois une nouvelle solution qui vous permet, comme vous le voyez à l'écran sur les offres en ligne, de pouvoir bénéficier d'une offre personnalisée que l'on va utiliser sur Internet. Et si vous voulez vérifier justement l'impact de vos campagnes qui vont générer du trafic en magasin, vous allez pouvoir le faire. Vous allez générer un EAN et ce EAN sera scanné directement dans votre point de vente et pourra justifier justement d'une visite en magasin. Il n'a jamais été aussi facile de pouvoir générer du trafic en magasin et de faire bénéficier d'une offre directement à vos utilisateurs et vos clients fidèles. Pour finir, parlons maintenant de la mesure de la performance. Il est extrêmement important, surtout chez Facebook, et on en a parlé tout à l'heure, on est dans un monde qui est extrêmement omnicanal. Et comment fait-on pour essayer de réconcilier tous ces points de touche? Prenons un parcours assez classique aujourd'hui d'un utilisateur. Je vais au travail, je suis dans le métro, je suis sur mon téléphone portable. Je vois une publicité, mais je ne transforme pas car il s'agit du premier point de touche. Je suis ensuite au travail, car il arrive d'être sur Facebook au travail, je vous assure. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir cette publicité-là. Mais vous n'êtes pas encore prêt. Et du coup, le soir, vous êtes sur votre ordinateur ou sur votre tablette et vous allez transformer l'achat. Et on a besoin de pouvoir connecter tous ces points de touche. Notre technologie chez Facebook le permet, car nous avons un marketing qui est centré sur la personne. Vous êtes connecté sur Facebook grâce à un identifiant, et cet identifiant, quel que soit aujourd'hui l'appareil que vous utilisez, est le même. Et on est capable de retracer ce schéma-là. Nous considérons aujourd'hui le marketing centré sur la personne et non pas centré sur un device.
Et c'est exactement la même chose que l'on propose aujourd'hui avec nos solutions retail. Nous avons ce que l'on appelle un événement hors ligne. Hors ligne, car on va pouvoir capter un événement qui vient du retail. Cet événement du retail, c'est par exemple un achat avec une carte de fidélité qui va comporter une adresse email, qui va être la même que Facebook par exemple, et nous allons pouvoir réconcilier ces données-là pour justifier derrière qu'il y a effectivement eu un achat sur votre point de vente. Donc si on récapitule les 3 grosses tendances qui sont primordiales et qui vous permettront de réussir à la fois dans l'écosystème du digital e-commerce, mais également d'un point de vue retail physique, ce sont les 3 suivants. Le premier, c'est de s'adapter à la montée du mobile. On n'en est qu'au début et on sait que demain, le monde sera intégralement mobile. Il sera peut-être même réalité virtuelle, mais ça, on pourra en parler peut-être l'année prochaine ou l'année d'après si jamais on monte en puissance de ce côté-là. Deuxièmement, c'est d'allier la performance et la notoriété. Aujourd'hui, la notoriété est un allié pour pouvoir générer de la performance. Travailler sur ces 2 domaines main dans la main. Et dernièrement, c'est de pouvoir créer une convergence du digital et du physique. On l'a bien vu, nous avons une baisse du trafic en magasin, mais derrière, le digital doit vous accompagner pour essayer de stabiliser cette tendance-là, car encore une fois, 90% aujourd'hui des ventes se font encore en magasin. Je vais maintenant laisser la parole à Clémentine Aymonier, qui, lors de la table ronde, pourra partager avec nous l'expérience de prêt-à-pousser et back market sur notre plateforme. Merci à tous. Bonjour à tous. Emma, Guillaume, bonjour. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Donc, je suis Clémentine Aymonier, je suis account partner chez Facebook. Je m'occupe également de l'accompagnement des TPE, PME dans leur stratégie digitale sur Facebook. Et aujourd'hui, Emma et Guillaume sont avec moi pour partager justement leur expérience de Facebook. Donc Emma et Guillaume, est-ce que vous voulez rapidement chacun vous présenter pour commencer ? Alors bonjour à tous, moi je suis Emma De Gélis et je travaille chez Prêt-à-Pousser depuis 2 ans. Au sein de l'entreprise, je m'occupe de l'acquisition de trafic, notamment grâce à Facebook. Et pour vous présenter Prêt-à-Pousser en 2 mots, on vend des produits pour que vous puissiez faire pousser vos propres aliments chez vous. Donc on a lancé d'abord un kit à champignons pour faire pousser en 10 jours des pleurotes à la maison. Et il y a 2 ans, on a lancé un petit potager d'intérieur autonome qui s'appelle Lilo et qui vous permet d'avoir toute l'année du basilic, des petits poivrons, de la menthe chez vous, même si vous n'avez pas de jardin, même si vous n'avez pas la main verte. Et du coup, notre challenge à nous, c'est que nos produits, personne ne les connaît. C'est des produits qu'on a créés, c'est des produits nouveaux, donc on ne va pas nous chercher sur Google. Donc notre produit, on doit le faire connaître au plus grand public, les faire découvrir et créer un nouveau besoin. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis directeur marketing chez Back Market, une place de marché dédiée à la vente de produits électriques et électroniques reconditionnés, qu'on a lancé il y a un peu moins de 3 ans maintenant. On est implanté dans 5 pays, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique et en Espagne. Et sur la 3e année d'exercice, on devrait réaliser près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Top, merci beaucoup. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur Facebook chacun ? Nous, c'était assez pragmatique. On a vu que beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups faisaient de la pub sur Facebook, donc on s'est dit pourquoi pas nous. On a vu que ça demandait vraiment pas beaucoup de budget, donc on a testé en fait. On a eu nos premières conversions, on a augmenté le budget au fur et à mesure et on s'est rendu compte que nous, notre but, c'est quand même les achats et ça marchait. Du coup, on a continué. Nous, c'est parti d'un constat relativement très simple, à savoir que Facebook est un énorme carrefour d'audience. Il y a énormément de personnes, et on l'a vu dans la présentation précédente. Donc c'était un canal à considérer. Pour autant, dans notre stratégie, étant une place de marché donc à faible marge visant des forts volumes, on a eu une logique très ROIste, donc on a commencé par les canaux plus intentionnistes, donc très search Google, désolé. Mais on a relativement très vite aussi considéré
Facebook au sein de notre stratégie dès lors que ça répondait à nos objectifs de performance. L'autre point, c'est qu'au-delà de la masse critique de personnes qui peuvent naviguer chaque jour sur Facebook, c'était essentiellement notre cœur de cible aussi, qui reste assez mass market, assez large, 18-45, mais ça tombait sous le sens d'aller s'adresser à ces personnes dans cet environnement fermé qu'est Facebook. Et on ne voulait pas passer à côté de ces personnes-là, et donc on voulait communiquer avec eux et les adresser. Alors c'est hyper intéressant, en effet, tu mentionnes le fait que Facebook c'est un vrai carrefour d'audience. Comme on vous l'a dit plus tôt, Facebook aujourd'hui c'est 2 milliards de personnes qui utilisent la plateforme. Il y a fort à parier que vos clients soient sur Facebook et vos futurs prospects. Toi Guillaume, quel type de personnes tu peux aller toucher sur Facebook et quel type d'audience est-ce que tu vas chercher ? Alors on est toujours dans une logique de test and learn, c'est dans notre ADN et c'est très très important, dans une logique de performance mais aussi de branding. D'un point de vue audience, on a un peu tout testé justement, on est parti du bas du funnel avec le remarketing dynamique. Dès lors que vous avez posé le pixel, vous êtes capable d'enregistrer les différentes actions et conversions associées à Facebook sur votre site. Et donc, la plus naturelle, c'est de faire du remarketing, dynamique ou pas via DPA. Mais dans notre cas, c'est vraiment sur du DPA qu'on s'est lancé. On a testé dans une logique un tout petit peu plus haut de funnel également, des logiques en push sur les intérêts, sur les affinités, sur cibler des gens aussi qui ont pu liker d'autres pages qu'on pense pertinentes ou corrélées à notre business. On a également testé tout ce qui va être relié à notre CRM, toutes les adresses mail qu'on peut collecter de nos clients ou via d'autres techniques d'acquisition de leads, de façon manuelle en important un simple fichier CSV ou de manière automatisée si vous êtes connecté, si vous avez connecté Facebook à votre CRM, automatiquement matcher ces adresses mail et adresser un message personnalisé à ces différentes personnes-là. On a à peu près 50 à 60% de match sur les adresses mail CRM vis-à-vis sur Facebook, donc des taux assez intéressants. On a aussi testé beaucoup le lookalike ou les audiences similaires, puisque c'est très intéressant pour aller dans une logique, trouver du trafic neuf et maximiser ses chances que ce trafic neuf réponde à notre objectif, puisque ça se base sur un degré de similarité vis-à-vis des gens qui constituent notre audience de contrôle. Nous, on va plus vers le lookalike 1% que le lookalike 10%, donc les gens les plus proches de notre cœur de cible ou de client. Et c'était une très belle découverte, ça performe vraiment bien. Et on utilise également, alors c'est un petit couple avec les audiences, mais beaucoup la géolocalisation aussi. On commence à rentrer dans ce degré de granularité en adressant, comme l'a mentionné précédemment l'intervenant, sur des messages personnalisés pour l'audience, mais également par rapport à sa ville. Et là aussi, on observe un incrément de réactivité et de performance. Donc en effet, comme tu l'expliques bien, il y a énormément d'options de ciblage pour aller chercher les bonnes audiences sur Facebook. Je fais un petit point par rapport au lookalike dont tu as beaucoup parlé. Un lookalike, qu'est-ce que c'est ? C'est une audience similaire où en fait, vous allez pouvoir aller chercher des personnes qui ressemblent à vos clients existants. Donc en fait, c'est une liste de prospects très qualifiés que vous allez pouvoir aller toucher sur Facebook. Alors toi, Emma, je sais que tu utilises pas mal aussi tous ces outils-là sur Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres outils liés aux audiences que tu utilises ? Est-ce que tu as pu apprendre des choses sur ton audience que tu ne savais pas avant ? Est-ce que tu as adapté un peu ton messaging au fil du temps ? Oui, ben nous, on est une jeune entreprise, donc on ne connaissait pas super bien nos clients à la base. On savait qui acheter, on avait un fichier client, on a un outil de CRM, mais qui n'est pas hyper poussé.
Et l'an dernier, grâce à Facebook, on a pu vraiment dresser des profils précis de qui sont nos clients types, donc nos personas en termes marketing, où on a fait un profil de 5 clients types. On s'est basé sur des données à la fois quanti qui venaient de notre site, qui venaient d'Analytics, mais qui venaient beaucoup de Facebook aussi, et aussi des données un peu qualitatives, notamment grâce au Facebook Insight. On a pu dresser des profils, on sait ces gens, voilà quel âge ils ont, mais on sait aussi quels médias ils suivent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leur centre d'intérêt. Et ça nous permet vraiment, maintenant, quand on s'adresse à ces personnes-là sur Facebook ou ailleurs, on sait qui ils sont et on sait comment leur parler. En fait, si on parle à une maman de 45 ans, c'est pas pareil de parler à une jeune de 18 ans. On adapte nos messages, en fait. Super. Donc voilà, l'idée aussi, c'est que vous allez pouvoir, comme tu dis, en apprendre plus sur vos audiences, pouvoir aussi segmenter, adresser le bon message à la bonne personne. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir aller chercher des bonnes performances sur Facebook et notamment aller driver de l'achat, des ventes en ligne. C'est tous les deux quelque chose que vous faites beaucoup. Quelles sont un peu les solutions phares que vous utilisez et puis les indicateurs de performance que vous allez aller regarder sur Facebook? Au niveau performance, nous, ce qu'on s'est dit dès le début, c'est qu'il fallait qu'on garde nos objectifs en tête, vraiment, parce que sur Facebook, on a accès à énormément d'informations, beaucoup de chiffres, et c'est facile de se perdre et de se focaliser sur les likes ou des choses qui boostent un peu l'ego, mais qui ne nous apportent pas de business. Donc on a installé le pixel sur notre site, ça nous permet de traquer toutes les visites et les conversions. Et du coup, on sait chaque publicité concrètement combien d'achats elle a généré, quel est le coût par achat, et on peut rester du coup dans une logique très héroïste et vraiment la performance sur Facebook et pas se perdre dans des choses qui sont moins pertinentes. C'est bien que ça ramène du trafic, c'est bien que ça ramène une grosse communauté, mais c'est pas ça qui va faire tourner notre business. Donc on a pu, grâce à ça, vraiment se concentrer sur des logiques de conversion. Alors tu parles de conversion, toi Guillaume, comment tu nous expliquerais comment tu vas chercher justement de la conversion et des ventes en ligne sur Facebook et quelles solutions est-ce que tu utilises pour ça? Alors, au-delà du test and learn beaucoup sur les audiences, nous on utilise aussi beaucoup l'algorithme en ce qu'on appelle bidant au CPMO ou au CPO, donc au cost per order. On indique à la machine, basé sur un historique quand même, à partir de combien de spend, de dépenses on espère et on veut obtenir une vente. Et dès lors, la merveilleuse machine de Facebook commence à faire son travail et à l'intérieur des contraintes d'audience et de segmentation, va adresser le message dépendamment à la bonne personne ou pas, et au bon moment, pour maximiser la performance et l'objectif qu'on lui a indiqué à ce moment-là. C'est vraiment, et on est passé par tout un processus avant de trouver cet équilibre. On a commencé au CPC, on a migré au CPMO et maintenant on est au CPMO, toujours en obtenant des incréments soit en volume, soit en efficience. Donc c'est plus comme on est très très héroïste et très notre principal KPI à nous, c'est vraiment le ROI less click pour la logique de remarketing, des CPC bas mais un ROI first click pour toutes les logiques un petit peu plus conquête et push. Mais pour ces différentes tactiques-là, on a trouvé le moyen, avec vos différents algorithmes d'enchères, pour maximiser nos objectifs. Mais voilà, donc en fait, grâce à Facebook, vous allez pouvoir aller vraiment chercher des gens qui vont prendre une action sur votre site, par exemple une action d'achat. Vous allez, comme l'a bien dit Guillaume, envoyer un signal à l'algorithme et lui dire que vous allez chercher des acheteurs et pas forcément des cliqueurs. Et c'est grâce à ça que vous pourrez aller chercher des vrais volumes de performance grâce à des solutions orientées vers la conversion ou au retargeting dynamique, par exemple. On voit là que Guillaume, par exemple, depuis le mois de septembre, vous avez réussi chez Back Market à aller chercher un retour sur investissement publicitaire de x37. Donc, il y a vraiment des solutions qui se permettent d'axer vers la performance pour vous aller améliorer votre chiffre d'affaires tout simplement.
Alors, on parle beaucoup de performance, de ROI, mais comme l'ont bien expliqué Pierre et Mona avant, Facebook, c'est aussi une très bonne plateforme pour travailler sa notoriété, sa visibilité, aller faire du branding. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous faites? Alors, j'aimerais bien en faire. On n'en a pas fait jusqu'à présent. On a été très focalisé sur la performance. C'était aussi dû par notre jeunesse de start-up et d'entreprise. Maintenant qu'on maîtrise mieux cette performance, les différentes tactiques et stratégies qu'on peut déployer sur Facebook, on va commencer à remonter un petit peu ce funnel et à tester, encore une fois, des logiques de branding. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion. Non. Nous, on s'est rendu compte assez rapidement que sur des campagnes d'acquisition pure, on plafonnait vite en termes d'audience. Enfin, on avait touché les gens qui étaient intéressés et c'est tout. Et comme je disais au début, on a des produits qui sont assez nouveaux. Donc il faut vraiment évangéliser le marché, éduquer un peu les gens à nos produits, expliquer comment ça fonctionne. Donc pour ça, on a utilisé notamment la vidéo. Et l'an dernier, à Noël par exemple, on a diffusé une vidéo sur notre produit qui est le kit à champignons. Vous l'avez peut-être vu tourner par peut-être. Cette vidéo, en fait, on a testé plein de vidéos différentes partant d'un support qu'on avait déjà. On a testé différentes accroches, différentes durées. Et la vidéo gagnante, on l'a diffusée de manière massive au moment de Noël. Et on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un impact énorme, il y avait beaucoup de commentaires, il y avait une grosse viralité qu'on n'aurait pas eu, par exemple, avec un spot télé. Et du coup, on a pu s'engager dans des discussions avec des clients, avec des personnes qui avaient des questions, avec des personnes même qui émettaient des critiques. On pouvait leur répondre directement, on pouvait vraiment dialoguer. Et on s'est rendu compte que ça a eu un impact énorme une fois qu'on a fait le bilan de Noël, en fait, de Noël 2016. On s'est rendu compte que la moitié des gens qui avaient acheté sur notre site internet avaient entendu parler de nous sur Facebook. Donc je pense que ça venait beaucoup de cette vidéo. Et donc ça nous a vraiment permis de toucher un marché beaucoup plus large, en fait, et avec toujours une logique de performance au final. Super, donc vous faites du branding. Alors Guillaume, tu vas bientôt t'y mettre, de la perf. Donc en fait, vous êtes assez présent sur l'intégralité du funnel marketing que vous avez pu voir sur des slides précédents. Comment est-ce que vous abordez ce funnel de conversion et comment est-ce que vous articulez vos stratégies tout le long de ce funnel? Comme j'ai commencé à l'évoquer juste avant, nous on a eu une stratégie, on a fait le choix d'avoir une stratégie ascendante. Toujours dans nos proof of concept, on va chercher on va vérifier la performance, est-ce qu'on arrive à atteindre des ROI, le plus facile étant avec le remarketing, mais avec d'autres tactiques que j'évoquais aussi précédemment. Une fois qu'on a appris à maîtriser ces différentes possibilités, les optimiser, on va dire les saturer. On est à peu près à 20% du reach français sur Facebook. Donc on estime qu'on arrive un peu au bout de la performance pure. Et donc on va commencer à passer dans ce deuxième niveau de la considération. Ou pour maximiser encore notre reach et atteindre encore plus de Français et commencer à faire monter la marque, ce qui est aussi ce qu'on inscrit aussi dans une stratégie globale d'acquisition marketing, puisque on veut que ça coïncide avec l'arrivée de nos premières paroles télé, le développement aussi d'autres canaux pour maximiser les synergies et les chances de succès aussi de ce type de tactique qui poussent moins à l'achat, mais qui ne sont pas non plus les plus inspirationnels. Donc trouver le bon équilibre pour là aussi être satisfait de ce qu'on va déployer et dépenser. C'est marrant parce que nous, on a pris le tunnel à l'envers. En fait, on est parti d'en haut du branding pour descendre jusqu'au retargeting. Et du coup, on est parti en haut de l'entonnoir où on voit très large. On diffuse notre vidéo, par exemple, à beaucoup de monde. Et une fois qu'il y a beaucoup de monde qui l'a vu, on peut cibler les gens qui ont vu cette vidéo avec des publicités qui ont un but d'acquisition. On veut amener ces gens sur notre site. On fait de l'acquisition auprès aussi, comme tu le disais, d'audiences similaires, lookalike, par centre d'intérêt. Et ensuite, on descend encore, on cible les gens qui sont venus sur notre site, on leur propose des publicités, et là, c'est là qu'on a les meilleures performances, en fait, le meilleur coût par acquisition. Et depuis peu, on essaye d'aller encore plus précisément sur
dans ce tunnel, on a testé 2 nouvelles choses. On teste le cross-selling et la fidélisation, et ça marche super bien. Donc ce que j'entends par cross-selling, c'est que les clients qui ont testé chez nous déjà un produit, par exemple, ils ont acheté un kit à champignons, ben peut-être qu'ils auront envie ensuite de tester le potager d'intérieur parce qu'ils ont été satisfaits du premier produit. Peut-être qu'ils auront envie d'offrir un kit à champignons à leurs amis à Noël. Et du coup, les gens qui sont déjà dans notre base client, on continue de leur envoyer des pubs avec nos produits, mais avec un ton sympa parce qu'on sait que c'est nos clients, on sait qu'ils nous connaissent, donc on a un ton différent. Et ensuite, je parlais aussi de la fidélisation, c'est que pour notre produit, le potager d'intérieur, on fonctionne avec un système de recharge. C'est un peu comme une cafetière Nespresso, en fait, on a des recharges, mais cette fois, c'est des plantes qui poussent. Et donc, les gens qui ont ce petit potager, ils vont acheter tous les 3 mois des recharges. Donc, nous, les clients qui ont déjà Lilo, on leur push des publicités sur ces recharges. On leur dit, voilà, il y a des nouvelles variétés. Est-ce que vous voulez essayer les mini poivrons? Tiens, vous voulez pas faire une recette avec de la menthe? Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'achats là-dessus. Et on a un coût par acquisition qui est dérisoire parce que ces gens sont déjà clients. On avait déjà fait l'effort marketing sur eux. Donc là, à ce moment-là, ils nous coûtent beaucoup moins cher qu'au début. Et c'est intéressant, j'ai même envie de rebondir sur ce que tu dis, puisque nous, en fait, on a pu avoir cette logique-là de stratégie ascendante de remontée de funnel, parce qu'on a entre guillemets la chance de vendre des produits qui parlent à tout le monde, de mettre un iPhone ou quelconque smartphone. On n'a pas limite besoin d'expliquer et de mettre trop de contexte. En revanche, pour vous qui sortez un nouveau produit, vous avez besoin d'éduquer, d'évangéliser, de le présenter. Ça fait plein de sens. Donc, il n'y a pas, je pense, de meilleure ou de bonne réponse, dépendamment de ce que vous vendez, en fait, par rapport à la stratégie adoptée. Mais c'est marrant que vous ayez fait totalement l'inverse. Je pense que c'était le bon choix. En effet, c'est intéressant de voir que 2 produits vont devoir avoir des stratégies tout à fait différentes sur Facebook parce que, comme tu le disais, à certains moments, il va falloir faire de l'éducation. L'éducation, ça passe par le branding et ça passe fortement par la créa. Aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez votre stratégie créative sur Facebook et quels sont vos plus gros challenges par rapport à ça? Alors, on a parlé des audiences, de la segmentation, des stratégies d'enchères. Le nerf de la guerre sur Facebook, c'est la créa. On peut être le meilleur acheteur, on peut être le meilleur technicien trafiqueur du monde. Si vous n'avez pas des bons créas, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, et ça, on l'a compris relativement vite, grâce notamment à notre ADN qui est toujours testé. Donc maintenant, là où on en est, c'est dans cette logique de performance qui s'essouffle un petit peu relativement vite, on renouvelle nos créas tous les 15 jours. Ça demande du travail, ça demande des ressources, mais c'est la clé du succès qu'on a clairement identifié. La notion de fraîcheur est quand même très importante du point de vue de l'algorithme Facebook également. Donc ça nous aide à redonner à manger aux algorithmes, on va dire. Et on réfléchit même à encore accélérer ce processus de renouvellement des créas, de toujours chercher la meilleure solution dans cette logique d'A/B testing, puisqu'on peut toujours faire mieux. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Facebook, c'est une plateforme qui évolue vite. On a envie de fraîcheur, on a envie de voir de la nouveauté. Il ne faut pas hésiter à utiliser les nouveaux formats pour aller attirer l'œil de l'audience. Toi, justement, Emma, tu me parlais, je me souviens, au téléphone d'une vidéo qui avait très bien marché à Noël dernier. Puis en fait, tu ne comprenais plus parce que ça ne marchait plus aussi bien quelques mois après. Comment est-ce que toi, tu adaptes ta stratégie créa à ce genre de challenge? Oui, c'est vrai, c'est la vidéo dont je parlais juste avant. Elle a cartonné à Noël, donc on se dit, ben, super, on la remet en janvier. Ben, gros flop, ça a généré aucun achat, ça marchait plus du tout. Tout le monde en avait, je pense, marre de voir notre vidéo sur Facebook. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte que, en fait, peu importe l'audience, peu importe tout, il faut proposer des nouveaux visuels parce que Facebook, c'est très visuel. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de renouveler très régulièrement nos créas. Bah, comme tu disais, on a une équipe de graphistes en interne qui s'occupe de ça, qui s'occupe de créer des visuels. Et pour trouver l'inspiration, c'est
Tout bêtement, en scrollant sur Facebook, maintenant je regarde, dès que je vois quelque chose qui attire l'attention, je me demande qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est parce que les couleurs sont flashy, il y a un message sympa, il y a un nouveau format. Et comme tu disais, il faut tout le temps tester. Il faut vraiment pas avoir de présupposés, il faut tester des formats, des visuels. Et il faut se baser sur les chiffres. Après, c'est vos clients qui vous diront qu'est-ce qu'ils aiment ou pas. Il ne faut pas se dire ça c'est moche, j'y vais pas, il faut tester. Et peut-être que ça marchera mieux. Et voilà. C'est exactement ça, il faut tester. On l'a dit à plusieurs reprises, Facebook, c'est du test and learn. Ce qui va marcher pour Guillaume, ça ne marchera peut-être pas pour Emma, ni pour vous. Il ne faut pas hésiter à tester, à itérer, mettre des petits budgets tests, et puis voir ce que ça donne, et ensuite adopter une stratégie plus pérenne sur la suite. Alors justement, tu parlais de beaucoup de tests de vidéos. Sur Facebook, la vidéo, c'est quelque chose de très important. On n'est pas du tout sur les mêmes règles qu'à la télévision par rapport à la créa vidéo, c'est-à-dire que sur Facebook, il va falloir être sur des vidéos courtes, 15 secondes. Il faut que votre message puisse passer rapidement dans les 3 premières secondes pour qu'on puisse voir votre marque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose en fait qui change de ce dont on a l'habitude, et il faut pouvoir s'adapter à ce contenu vidéo sur Facebook. Alors on parle justement de vidéo. Pierre et Mona vous ont aussi montré à quel point nos façons de consommer le contenu sur la plateforme ont évolué. D'ici 2020, 75% de la data mobile sera de la vidéo. Et ça c'est lié au mobile. L'usage du mobile a complètement chamboulé notre manière de consommer le contenu. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous intégrez le mobile dans vos stratégies sur Facebook ? Alors on peut encore s'améliorer, mais déjà le constat c'est en effet qu'on est obligé de traiter le mobile. Déjà parce que l'audience Facebook, elle consomme cette plateforme à 80% sur son mobile, donc on va être limité si on le restreint au desktop. Mais même pas que ça, nous on observe sur nos 5 sites dans les marchés sur lesquels on est implanté, le trafic mobile a dépassé le desktop depuis quelques mois, et on n'a pas le choix aussi pour maximiser nos chances en acquisition d'évoluer sur le produit et d'évoluer le plus vite possible. Donc le troisième entre guillemets aspect, pas qui nous contraint mais qui m'intéresse moi d'un point de vue marketing, c'est le coût d'achat sur Facebook, puisqu'il y a quand même des grandes disparités entre le desktop et le mobile, et que le mobile est entre 2 à 3 fois moins cher du clic que le desktop. Donc on peut indirectement entre guillemets faire toucher 3 fois plus de personnes. Donc c'est ces 3 éléments-là, d'un point de vue marché, d'un point de vue même expérience constatée sur notre site et en termes d'achat média, qui fait qu'on commence à le placer au cœur de notre stratégie. Ouais, nous, on n'est pas encore au top sur le mobile non plus, on doit encore s'améliorer. Notre site, on se rend compte, c'est encore comme le e-commerce classique, on a quasiment tous les achats qui se font sur ordinateur, alors qu'il y a un switch, il y a de plus en plus de visites sur mobile. Donc on est en train de voir ça, et notamment sur Facebook, on s'est rendu compte, il y a beaucoup de gens qui vont nous découvrir sur Facebook. Donc ils vont voir une vidéo, ils vont voir une pub, ils vont aller sur notre site, mais ils vont pas acheter tout de suite forcément. On est sur des produits qui sont peut-être un peu chers, ça prend plus de temps. Donc ils vont nous voir sur Facebook, ils vont nous voir dans un article, je sais pas, par exemple sur les Échos. Ils vont ensuite faire une recherche Google, et finalement ils vont acheter sur ordinateur, alors qu'ils nous avaient découvert sur mobile. Donc on ne peut pas se permettre de négliger le mobile sous prétexte que les achats sont sur ordinateur, parce qu'en fait les gens nous découvrent sur mobile. La consommation Facebook, elle se fait sur mobile, donc on leur parle là où ils sont. C'est exactement ce que tu dis en fait. L'idée grâce au mobile, c'est que, vous le voyez, on l'a tous dans notre poche, on est dessus en ce moment. Vous allez pouvoir en fait aller parler à vos clients, à vos prospects, là où ils sont, sur Facebook, sur le mobile. Le mobile, c'est aussi du coup l'occasion d'aller chercher les personnes n'importe où, que ça soit en France ou pas d'ailleurs. C'est en fait une vraie porte ouverte sur le monde, et ça va vous permettre potentiellement d'aller toucher des personnes dans d'autres pays et des prospects à l'international. Vous, est-ce que Facebook vous aide dans votre stratégie d'internationalisation ? Là aussi, oui, dans les
pays qu'on a ouvert l'année dernière, on a toujours une phase en amont où des acteurs comme Google, mais aussi Facebook, nous aident via Facebook Insights à comprendre les audiences, à comprendre le marché, à comprendre les habitudes consommateurs, à comprendre les médias qu'ils consomment, à comprendre également aussi la part du mobile, on en parlait là. En France, le mobile vient à peine, enfin, c'est encore un peu récent. En Italie, le trafic mobile, par exemple, c'est plus de 70%. Du trafic d'Internet. En Espagne, on y arrive autour de 60-65. Donc ils sont déjà... Et si on n'avait pas vu ça avant d'y aller, on aurait pensé notre stratégie encore peut-être peut-être équilibrée ou peut-être encore desktop, et on se serait planté. Donc ça nous a aidé sur l'audience et pour les supports dans la phase en amont. Juste avant le lancement du site aussi, on utilise beaucoup Facebook pour communiquer, annoncer certes le lancement, mais déjà créer une communauté. On considère que le seuil critique pour ouvrir le site, par exemple, est au moins de 5-10 000 personnes. Donc c'est un peu des vieilles ou des anciennes techniques d'engagement, de like, etc., mais qui sont malgré tout importantes puisque, et on l'a constaté également, quand on ouvre un pays, le premier réflexe des gens qui ne connaissent pas une marque, c'est de la rechercher sur Facebook et de regarder s'il y a un volume critique de likes. S'il n'est pas là, ils vont se dire c'est pas très connu, je vais avoir du mal à lui faire confiance. Versus si on arrive avec déjà une petite communauté de quelques dizaines de milliers de personnes, ça aide à faire plus rapidement confiance. Et enfin, dès lors qu'on a ouvert le site, là on commence à rentrer, à déployer toutes les premières tactiques de performance que j'évoquais auparavant, qui donnent déjà, même dans une phase d'ouverture, de très très bons résultats, et qui permettent, grâce au fonctionnement intrinsèque de Facebook, via la viralité, via les likes, de aussi diffuser rapidement au cercle d'amis, au cercle proche. Et donc c'est un canal très efficient d'un point de vue coût d'achat média pour se déployer et se lancer sur un nouveau marché. C'est pour les prochains marchés qu'on va ouvrir, on va exactement redéployer cette stratégie puisqu'elle a marché sur tous les marchés, en tout cas en Europe, qu'on a ouvert jusqu'à présent. Nous, on a eu une approche très pragmatique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait expédier facilement en Europe. Du coup, notre site est toujours en français, mais on vend en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Et donc, sur Facebook, on a juste... Enfin, en fait, ça a pris 2 secondes. On a élargi nos audiences à ces pays-là, aux pays qui parlent français dans ces pays-là, parce qu'on ne veut pas parler aux personnes qui parlent pas français s'ils tombent sur un site en français. Donc, on a juste élargi l'audience. Ça ne nous coûte pas beaucoup plus cher et c'est du CA supplémentaire hyper facilement. Donc, ça a été plutôt basique chez nous. C'est comme si on enlevait un peu les barrières traditionnelles à l'export qui pouvait y avoir. Alors, outre l'export, quelles opportunités dans le futur est-ce que vous voyez chacun pour vos business sur Facebook ? Il y en a plein. Moi, je le vois beaucoup pour la vidéo, en effet. On va commencer tout ce qui est production télé, etc., pour commencer à créer cet univers de répétition, cet univers de campagne un petit peu plus unifié, de prolonger l'expérience télé dans un environnement web, via les formats que vous proposez. C'est quand même très intéressant d'aller vers ça. Pour comprendre aussi tout ce qui est cross-device. Facebook étant un environnement fermé, c'est d'une grande aide pour comprendre les synergies, comme tu l'évoquais, début de parcours mobile, fin de parcours desktop. Facebook nous aide énormément à comprendre nos personas, mais aussi à comprendre les parcours clients. Nous aussi, Facebook, on va le faire monter aussi dans le faire monter sur l'expérience client, puisque on a envie de dialoguer avec nos personnes, avec nos clients, avec notre communauté, mais pas nécessairement juste dans une phase en amont de l'achat, aussi beaucoup à posteriori de l'achat. Et on
pense que Facebook, via le chatbot, puisque toutes les API aussi sont dans l'absolu accessibles et ouvertes, donc on va se plugger à ce chatbot pour limite se substituer à notre service client et vraiment l'utiliser comme une plateforme de dialogue. Que ce soit pour répondre à certaines questions juste avant l'achat ou a posteriori de l'achat. Et ensuite, on pourra même imaginer un programme d'ambassadeur, etc. Mais vraiment le placer au cœur de l'expérience client d'un point de vue marketing, mais aussi service à la clientèle. Nous, on est en train de tester différents formats. La vidéo, on est toujours en test parce qu'on ne sait pas tout dessus. On a commencé que l'an dernier. On est en train de tester dès qu'il y a un nouveau format, on essaye de le tester. Notamment, là, on essaye de tester les pubs Instagram parce que on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Donc, il faut s'adresser à ces personnes différemment. C'est pas le même média que Facebook. C'est un peu plus high level, beaucoup plus lifestyle. Donc, on essaye de voir comment on parle dessus. Et dans un plus long terme, nous, on a fait tout notre business quasiment en e-commerce et on voudrait maintenant basculer un peu sur le retail. Développer le retail et du coup on voudrait voir, comme Pierre en parlait avant, quelles sont les possibilités de Facebook dans notamment driver les personnes dans les magasins, faire connaître la marque et que les gens la reconnaissent en magasin, donc être un peu plus présent en physique, quoi. Alors comme vous le dites bien tous les deux, Facebook pour commencer c'est pas que Facebook, c'est aussi Instagram, c'est aussi Messenger. Et c'est en fait d'autant plus de plateformes qui vont vous permettre d'aller toucher vos clients, vos prospects, là où ils passent du temps, que ce soit entre Facebook, Instagram, Messenger. Audience Network aussi, qui est notre réseau d'applications tierces sur lesquelles vous allez pouvoir aller chercher une vraie portée en fait incrémentale. Mais comme tu le dis Emma, Facebook c'est aussi des solutions qui vont vous permettre d'aller faire du drive to store pour du retail physique, de vraiment aller pousser les personnes à aller vous voir en magasin et puis passer à l'acte d'achat en magasin. Donc voilà, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets lors de cette table ronde. Est-ce que, avant de partir, vous auriez un conseil à donner aux personnes dans la salle avant de se lancer sur Facebook ? Moi, je vais, à défaut de me répéter, mais il ne faut pas avoir peur quand on se lance d'allouer un minimum de budget quand même, dépendamment de vos objectifs, que ce soit du reach pour faire du branding ou que ce soit de la performance pour faire des ventes, faut quand même y aller pour avoir suffisamment de volume pour tirer des enseignements. Après, l'enjeu, c'est pas tout de lancer du budget. Encore une fois, le nerf de la guerre pour moi, c'est vraiment le test and learn, au moins tous les 15 jours, et principalement sur les créas. S'il y a une chose à retenir, je pense que c'est vraiment ça. Ouais, je te rejoins beaucoup sur le test. Il faut vraiment tester des créas, des messages, des audiences. C'est que comme ça qu'on saura si ça marche. Et du coup, le pendant de ça, c'est qu'il faut vraiment se baser sur des chiffres. Encore une fois, il ne faut pas dire « Ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas ». Je pense que Facebook vous donnera beaucoup de chiffres et très vite, parce qu'en dépensant peu d'argent, on a rapidement des chiffres. Et il faut vraiment se baser là-dessus, savoir ok, quel est le taux de clic, est-ce qu'il y a eu des achats. Et c'est ça il faut se baser là-dessus, il ne faut pas perdre de vue son objectif. Top, excellent conseil. Merci beaucoup Emma et Guillaume d'avoir partagé votre expérience et toutes ces histoires sur le marketing sur Facebook. Merci à tous d'avoir assisté à cette session. Pour ceux qui le souhaitent, nous prendrons les questions sur le côté de la salle avec Pierre et Mona. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci Clémentine, merci à vous trois pour cette très intéressante discussion. Merci à Pierre et Monia pour ces superbes keynotes. Nous allons enchaîner tout de suite, le temps de remettre en place avec Gemio, en présence de son cofondateur et du journal du net qui viendra nous rejoindre sur scène dans quelques minutes. Merci.